Le 22 septembre 1994, au Guilvinec dans le Finistère, un corps est découvert dans le coffre d'une voiture brûlée. On voit simplement des os qui sont calcinés, qui ne sont pas entiers. La victime s'appelle Marie-Michel Calvès. Est-ce qu'elle s'est rendue compte? Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'elle a eu mal? À qui elle a pensé? Qui pouvait en vouloir à cette femme de 40 ans? Je pense que l'assassin, c'était un proche de Marie-Michel. Dans cette affaire, les gendarmes vont explorer de nombreuses pistes. Ce style de mode opératoire, de mettre le feu à une voiture pour faire disparaître un corps, en criminologie est principalement retrouvé de la part d'hommes. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent le compagnon de la victime. C'est bizarre. C'est son ami, c'est un couple qui a des projets, et cet homme ne s'inquiète pas. C'était pas évident sa relation avec lui apparemment. Je me suis posé évidemment des questions sur son compagnon. Et si Marie-Michel Calvès avait été tuée par un de ses concurrents? Elle avait le poste qui était le plus important. Et c'était une femme seule, libre, et donc je pense que ça devait éveiller des jalousies. Et si le meilleur ami de la victime était impliqué dans le meurtre? On s'aperçoit que le mec, c'est pas un tendre. Et on apprend qu'il était violent avec son épouse. Il flanche, quoi. Il flanche. Il avoue pas le meurtre textuellement. Mais il fait des déclarations aux gendarmes qui font de lui un suspect de premier plan. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aéry, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Jeudi 22 septembre 1994. Il est 3 h du matin dans le port du Guilvinec en Bretagne. Les bateaux de pêche commencent à partir en mer. Mais cette nuit-là, un équipage est contraint de rester à quai. Ces 3 marins devaient partir en mer pour faire leur métier, pour aller pêcher. Mais lorsqu'au moment d'embarquer, leur bateau est en panne, il y a une panne mécanique, toute bête. Donc, résultat des courses, ils ne partent pas en mer et ils vont rentrer chez eux. Ces marins pêcheurs quittent le port du Guilvinec et prennent la direction de Pinmar, à une dizaine de kilomètres à l'ouest. Leur attention est attirée par des flammes et en s'approchant, ils constatent que c'est une voiture qui brûle. Cette voiture en feu se trouve sur le site d'une ancienne usine. C'était l'endroit où se trouvait une vieille usine qui méritait bien son nom, puisqu'en breton, on l'appelait l'usine Cor. C'était, pardonnez-moi, mais l'usine merde. C'est-à-dire que ça sentait très mauvais, puisqu'on traitait du poisson. Redoutant que le véhicule n'explose, les marins décident de ne pas s'approcher et alertent immédiatement les autorités locales. À 3 h 40, les gendarmes de la brigade du Guilvinec arrivent sur les lieux, peu de temps après les pompiers. Le brasier est très très fort et très dur, ils ne peuvent pas approcher. Une fois le feu maîtrisé, les gendarmes font le tour du véhicule, totalement détruit par les flammes. C'est là qu'ils vont constater qu'en réalité, à l'arrière du véhicule, dans le coffre, se trouve un corps calciné. Une voiture brûlée, un corps calciné retrouvé dans un coffre. Pour les gendarmes, assurément, le début d'une affaire criminelle. C'est alors qu'une voiture arrive à vive allure sur le site. Il y a une Renault 18 break qui arrive du haut de Pinmar, là. Cette voiture s'approche à toute vitesse des gendarmes et fait brutalement demi-tour. Les enquêteurs ont juste le temps de relever la plaque d'immatriculation du véhicule. Tout le monde se pose alors la même question. Cette voiture a-t-elle un lien avec le crime qui vient d'être découvert ? Devant la gravité des faits, les gendarmes du Guilvinec gèlent les lieux en attendant l'arrivée des enquêteurs de la section de recherche de Rennes. Le procureur de la République de Quimper est informé de la découverte du corps. L'origine criminelle du décès ne faisant aucun doute, il se rend immédiatement sur place. Il est 5 h du matin lorsque les gendarmes de la section de recherche de Rennes arrivent sur les lieux. Ils sont accompagnés de techniciens en identification criminelle. Il y a urgence à exploiter la scène de découverte du corps.
C'est un chronomètre qui se met en route, le chronomètre il tourne. Et là, on peut avoir une dispersion d'éléments, d'indices, une dégradation, une modification de la scène d'infraction. Donc ça, c'est embêtant. Avant d'examiner le corps, les investigations se portent sur la voiture. Les portes sont fermées. La fenêtre côté conducteur est légèrement ouverte. Aucune clé de contact n'est visible. Le véhicule est très abîmé. La voiture, elle est blanche. C'est-à-dire qu'elle est plus qu'incendiée, elle est blanche. Elle est vraiment calcinée. Dans le véhicule, un élément retient immédiatement l'attention de Thierry Lezeau. Des résidus de tissus calcinés, empilés les uns sur les autres. Et ça faisait des piles assez importantes. Donc on peut penser aussi qu'il y en avait beaucoup plus au départ, qui ont été brûlés, peut-être. Donc oui, ça représentait du volume. Ces résidus de textile sont immédiatement placés sous scellé. Ils sont envoyés au laboratoire pour y être analysés. Ça, on a pu démontrer qu'il y a eu de l'essence, parce qu'on a retrouvé des résidus d'essence sur les tissus. Et l'endroit où a été mis ce tas de tissus imbibés de carburant n'a pas été choisi au hasard. C'est pas anodin, puisqu'il a été posé sur la banquette, sur la partie de banquette qui se trouve au-dessus du puits du réservoir. Celui ou ceux qui ont mis le feu savaient exactement ce qu'ils faisaient. Parmi les tissus, des morceaux de bois sont d'ailleurs découverts. À première vue, des cales pour les voitures. Pour Gérard Cassot, expert en incendie, tout a été mis en place pour que le feu se développe rapidement. Ça brûle assez vite et les flammes sont importantes. C'est comme dans une cheminée et donc la température va être telle que l'inflammation va devenir une inflammation généralisée. Seule la plaque d'immatriculation du véhicule n'a pas été totalement dévorée par les flammes. Et puis là, après, les enquêteurs vont très vite par les différents fichiers de la préfecture. Un fichier automobile, les cartes grises, ça leur donne au moins un véhicule, une adresse, le nom du propriétaire. Après, c'est un travail d'enquête. La propriétaire du véhicule est immédiatement identifiée. Elle s'appelle Marie-Michel Calvès et vit à quelques kilomètres de là. Alors s'agit-il de la victime retrouvée dans le coffre? Pour l'heure, les gendarmes n'ont aucun moyen de le savoir, car le corps est particulièrement délabré. Un corps fortement calciné, puisque les dents avaient explosé avec la chaleur de l'incendie. On voit simplement des os qui sont calcinés, qui ne sont pas entiers, notamment les membres. Les membres inférieurs sont vraiment en deux, coupés. On n'a pas le bas des jambes, on n'a que vraiment ce qu'on appelle nous, les os longs, les os les plus épais. La tête, bien évidemment, n'a quasiment plus rien. L'extraction du corps est donc une opération très délicate. 3 gendarmes sont chargés de le déposer dans une bâche. Il y en a un qui se met au niveau de la tête, un qui se met en bas du corps et l'autre qui prend au niveau du bassin, ce qu'il en reste. On sort tout doucement, parce qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des éléments dessous collés, qu'on ne perde pas trop d'éléments du corps, et on le pose délicatement sur une bâche, parce qu'après, rapidement, dans une housse mortuaire, et on l'emmène à l'Institut médico-légal de Brest. Les techniciens en identification criminelle se penchent ensuite sur le coffre. Les cendres sont alors au cœur des investigations. On fait du tamisage. C'est quoi? Essayer de retrouver des éléments métalliques qui n'auraient pas été consumés, qui n'auraient pas été carbonisés. On ne sait jamais. Ce qui peut être dans les cendres. Bien évidemment, on parle des cendres, des restes. C'est très long, mais il faut le faire. Et puis, parfois, on a des surprises. Sur cette scène de crime, la surprise a la forme d'un bouton métallique doré. 6 sont retrouvés. Tous ont une encre marine sur le dessus. Aucun autre indice n'est découvert dans les cendres. Les gendarmes rassemblent leurs scellés. Le jour se lève. L'enquête commence. Nous sommes, Jean-Marc, sur les lieux de la découverte du corps. L'ancienne usine à poissons a été démolie et le site est devenu aujourd'hui un espace de promenade. Mais on peut tout de même se rendre compte de la configuration des lieux. Qu'est-ce que nous apprend cet endroit? Bien, on le voit bien, on est ici dans un endroit assez isolé, à une bonne centaine de mètres de la route principale, et les témoins de l'époque confirment cette impression. Pour arriver jusqu'ici, il fallait être du coin, probablement connaître cette usine et peut-être même y avoir travaillé. Quels sont les éléments que vous retenez de l'exploitation de la scène de découverte du corps?
Tout d'abord, et c'est important, c'est cette plaque d'immatriculation qui se trouve toujours sur la voiture et qui a permis d'identifier rapidement sa propriétaire. Si le ou les auteurs des faits n'ont pas pris la peine de retirer cette plaque, c'est qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de lien suffisamment direct entre eux et cette voiture pour qu'ils soient identifiés. Et puis, second élément important, c'est que, eu égard à l'état de délabrement de la voiture, l'incendie a dû débuter au moins 1 heure avant l'arrivée des pompiers et des gendarmes. Dans la voiture, les enquêteurs ont retrouvé une quantité importante de morceaux de tissu et de bois, ce qui pourrait laisser penser que cet incendie a été prémédité. Oui, entre le lieu choisi pour incendier cette voiture et les matériaux qui ont été apportés, tissus et bois, pour allumer le feu et accélérer la combustion, ça fait penser que tout ça n'a pas été fait dans la précipitation, au hasard, que tout ça a été organisé, préparé. Oui, on peut parler de préméditation. Grâce à l'identification de la plaque d'immatriculation, les gendarmes ont découvert que la voiture appartenait à Marie-Michel Calvès. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il s'agit bien de la victime ? Non, Arnaud, cette déduction serait un raccourci bien hasardeux. Mais le fait que des boutons provenant d'un vêtement de femme aient été découverts dans la voiture n'exclut pas que la victime soit la propriétaire de cette voiture. Mais pour le confirmer, il faudra des examens complémentaires et notamment attendre les résultats de l'autopsie. L'exploitation de la scène de découverte du corps terminée, les gendarmes se lancent de toute urgence sur leur première piste, celle de la voiture qui est arrivée sur les lieux du drame avant de fuir à toute vitesse. La nuit du drame, les gendarmes n'avaient pas pu intercepter le véhicule. Mais dès le lendemain matin, grâce à la plaque d'immatriculation, ils vont identifier son propriétaire. L'homme est immédiatement convoqué dans les locaux de la gendarmerie du Guilvinec. Les enquêteurs veulent connaître son emploi du temps la nuit du meurtre. Il explique qu'il a passé la soirée dans un bar sur le port, avec 5 marins pêcheurs. Il dit avoir quitté les lieux vers minuit, après une soirée bien arrosée. Et il ajoute avoir laissé les clés de son véhicule aux pêcheurs, qui voulaient poursuivre la fête. Et puis ils étaient en guinguette, puisqu'ils avaient le temps, avant leur prochain embarquement. Les investigations permettent d'établir que les 5 marins appartiennent à un équipage vendéen qui a repris la mer à 9h30, le matin même. Pour entendre plus vite les pêcheurs, il n'y a donc qu'une solution, arraisonner le bateau. On a lancé l'armada par le biais de la marine, de la gendarmerie maritime. On les a récupérés de mémoire, je crois, au large de l'Écosse. Après cette course-poursuite en mer, les 5 marins sont placés en garde à vue. Tous expliquent qu'ils n'ont rien à voir avec la voiture retrouvée calcinée. Tous confessent un état d'ébriété important. Ils ont passé la nuit à aller d'un bar à l'autre, d'une boîte à l'autre. Ils sont bien éméchés. Et ils cherchent, au milieu de la nuit, un dernier lieu pour échouer, si je puis dire, et pour terminer leur fête. Et c'est comme cela qu'ils se sont retrouvés vers 4h du matin, sur les lieux de l'incendie. Ils se sont dirigés vers la lueur des flammes, pensant que c'était les lumières d'une boîte de nuit. Ils aperçoivent dans le paysage une espèce de lumière qui est en fait la voiture qui prend feu. Comme il y avait du monde, les pompiers et tout, ils sont partis, quoi. Un peu peur, ils avaient bu, donc il n'était pas question de rester là, se faire contrôler, donc ils ont pris la route. En garde à vue, ces marins pêcheurs expliquent donc qu'ils sont arrivés par hasard sur les lieux du drame. Après vérification de l'ensemble des emplois du temps, puis la concordance des auditions, il s'avérait que nos 5 marins pêcheurs n'y étaient pour rien. Cette piste s'effondre. Sans indice probant retrouvés sur la scène de découverte du corps, les gendarmes se lancent dans leur enquête de proximité. C'est alors qu'ils vont recueillir un témoignage crucial, celui d'une femme vivant tout près de l'endroit où le corps a été découvert. C'était une maison qui a approximativement à, 30-40 mètres du lieu de l'incendie, séparée d'une route. La riveraine explique qu'elle ne dormait pas la nuit du drame. Une dame qui avait quelques problèmes d'insomnie, qui fumait beaucoup et puis qui lisait énormément. Et puis, pour combler son manque de sommeil, elle avalait des livres. Ce soir-là, cette femme a fermé les volets de sa chambre, mais a laissé sa fenêtre ouverte. Et vers 2h30 du matin, elle a entendu un premier véhicule arriver, suivi presque immédiatement d'un second. Elle a entendu également 2 personnes échanger et une seule voiture repartir après qu'elle ait pu identifier quelques échanges de paroles entre les personnes. C'est bon, c'est quelque chose comme ça, c'est bon, on peut y aller. La femme est certaine d'avoir entendu une voix masculine dire « C'est bon, on peut y aller ». Elle précise qu'aucune voix féminine n'a résonné dans la nuit. Aucun cri, aucune dispute.
Juste les voix de deux hommes, apparemment calmes et déterminés. Grâce au témoignage de cette voisine, les gendarmes savent maintenant que deux hommes sont impliqués dans le meurtre. Négard, on vient de le voir, les gendarmes ont recueilli le témoignage très important d'une voisine qui habite tout près de l'endroit où la voiture a été brûlée. Contrairement à cette femme, il arrive que des personnes hésitent à témoigner dans des affaires criminelles, souvent par peur. Comment peut-on inciter des témoins à se manifester ? Il existe des mécanismes de protection des témoins dont les déclarations à charge pourraient mettre en danger leur intégrité physique ou celle de leurs proches. De manière générale, on va rendre leurs déclarations anonymes, soit partiellement en indiquant sur le PV d'audition leur nom mais pas leur adresse, soit entièrement en indiquant ni leur nom ni leur adresse. Mais attention, dans la mesure où l'anonymisation risque de mettre en péril le principe du contradictoire, puisque la personne qui est poursuivie pourra plus difficilement se défendre contre un témoin dont elle ignore l'identité, la mise en œuvre de l'anonymisation doit obéir à des conditions. Il faut qu'il existe un réel danger pour le témoin, il faut que l'infraction soit considérée comme étant grave et qu'un magistrat ait préalablement autorisé la mise en œuvre de l'anonymisation. Le 27 septembre 1994, soit 5 jours après les faits, une information judiciaire est ouverte pour meurtre. Est-ce que le fait de détruire le corps de la victime en le brûlant constitue une circonstance aggravante ? Non. Une circonstance aggravante, c'est lorsque la situation particulière dans laquelle une infraction est commise la rend encore plus grave et justifie l'aggravation de la peine. Le législateur énumère pour la plupart des infractions une série de circonstances aggravantes qu'on retrouve d'ailleurs assez souvent. Par exemple, celles qui sont liées à la qualité de la victime. Si la victime était mineure au moment des faits ou si elle était particulièrement vulnérable du fait de son âge avancé ou encore du fait d'une infirmité. Et pour revenir à notre affaire, la destruction du corps de la victime qui intervient après la commission du meurtre ne peut pas en être une circonstance aggravante. En revanche, elle peut constituer une infraction propre qui est celle de destruction de preuves et qui fait encourir à son auteur une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Depuis la découverte du corps, ce sont les gendarmes de la section de recherche de Rennes qui sont en charge des investigations. Qui est-ce qui décide de saisir tel ou tel service d'enquête ? Il y a des critères de compétences territoriales et matérielles, par exemple où a eu lieu l'infraction et de quel type d'infraction s'agit-il, et ces critères déterminent le service de police ou de gendarmerie compétent. Alors ensuite, selon ces critères, le procureur de la République dans le cadre de l'enquête et puis le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction vont choisir de saisir tel ou tel service en sachant que de manière générale, le service initialement choisi reste le même tout au long de la procédure. Les gendarmes attendent maintenant avec impatience les résultats de l'expertise médico-légale. Qui est la victime ? Quelles sont les causes de son décès ? À quand remonte la mort ? Le médecin légiste doit désormais tenter de répondre à toutes ces questions. Le corps découvert dans la voiture est extrêmement délabré. Alors, le corps est très dégradé par les effets de la chaleur, c'est-à-dire qu'il est devenu noirci, rétréci, certaines parties ont été lésées. L'autopsie s'annonce difficile. Première étape, identifier la victime. L'identification, c'est toujours un rapport entre des documents ante-mortem, du vivant de la personne, et des documents post-mortem. Pour cela, un panoramique dentaire du crâne est réalisé. Les gendarmes ont demandé une radio similaire au dentiste de Marie-Michel Calvès, la propriétaire de la voiture brûlée. C'est une comparaison de cliché à cliché. Et là, on a 32 possibilités d'identification. Et plus on aura de points de convergence, plus on se rapprochera d'une identification formelle. Le médecin conclut avec certitude que le corps retrouvé dans le coffre de la voiture est bien celui de Marie-Michel Calvès. Il poursuit ensuite son examen. Sur un corps très modifié par une crémation, on va avoir énormément de difficultés à retrouver des causes de la mort. Le légiste va maintenant chercher à établir si la victime était décédée avant que la voiture s'enflamme. L'inhalation des fumées va laisser de la trace de suie dans les bronches et dans l'appareil respiratoire si la personne est vivante. Au contraire, si la personne était déjà décédée, il n'y aura aucune trace de cette suie dans les bronches. Après son examen interne, le légiste peut enfin avoir une certitude. Malgré la carbonisation, là, le diagnostic peut être formel. On est absolument sûr que la personne était décédée au moment où l'incendie a été allumé autour d'elle. L'autopsie se termine. Le légiste ne peut pas donner les causes du décès.
Mais il peut, après avoir étudié le contenu de l'estomac de la victime, donner une précision. Le bol alimentaire, c'est donc ce qui est retrouvé là, à côté du corps, simplement parce que la poche gastrique, qui est très faible, a été détruite par le feu et a libéré ce bol alimentaire. Et il apparaît que la victime a mangé des pâtes. On trouve des éléments bien identifiables et on sait donc que le décès a dû survenir, dans l'heure qui a suivi l'ingestion du produit qu'on retrouve. L'examen médico-légal est terminé. La sœur de Marie-Michel Calvez est alors prévenue du drame. De savoir qu'elle a été retrouvée carbonisée, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'elle a été retrouvée dans le coffre de sa voiture carbonisée? C'était... j'arrivais pas à comprendre. Ni à admettre, d'ailleurs. C'est horrible, quoi. Alors que les enquêteurs prennent connaissance du rapport d'autopsie, les obsèques de Marie-Michel Calvez ont lieu le 3 octobre 1994, à Plonéour-Lanverne. L'existence de Marie-Michel Calvez va maintenant être passée au crible de l'enquête de personnalité des gendarmes. Les investigations cherchent à établir quelles étaient les relations personnelles et professionnelles de la victime, quelles étaient ses habitudes, comment a-t-elle passé sa dernière journée. Répondre à ces questions permettra peut-être de déterminer le mobile du meurtre. Marie-Michel Calvez est une femme de 40 ans, une personne très vivante et bienveillante. Elle était toujours de bonne humeur. C'était toujours un plaisir de la voir parce qu'elle avait toujours plein de choses à raconter. C'était une très bonne amie. Je sais que je pouvais compter sur elle. On était très proches. Tous les proches de Marie-Michel décrivent une personnalité forte et attachante. Ah, elle avait un caractère bien trempé. Hein. Si elle avait décidé quelque chose, c'était ça. Et pas autrement. En fait, Marie-Michel, ça fait partie de son personnage. En fait, c'est vrai qu'elle était toujours cash. Quand elle avait quelque chose à dire, elle disait. Après, ça pouvait plaire ou ne pas plaire. Mais quand on était habitué à elle, en fait, on savait que c'était comme ça. Et puis, voilà. Marie-Michel Calvez est une femme libre qui vit seule, sans enfant, dans l'ancienne maison de ses parents, à Plonéour-Lanverne. Depuis 4 ans, elle occupe un poste de conseillère en assurance pour l'Union des assurances de Paris. Un métier prenant qui la passionne. Son travail à l'UAP consistait à faire du démarchage, trouver des clients pour des contrats d'assurance vie, les choses de ce genre-là. Donc voilà, c'était du démarchage, donc elle frappait aux portes ou alors elle allait un petit peu dans les bars, etc. pour essayer de trouver des clients. Grâce à sa force de conviction, Marie-Michel Calvez a très vite monté les échelons au sein de l'entreprise. C'était un travail qui était difficile, mais c'est un travail qui lui plaisait et qui l'a valorisé, je crois. Elle était contente, oui. Au moment de sa mort, Marie-Michel Calvez était particulièrement épanouie, car cela faisait 7 mois qu'elle vivait une belle histoire d'amour avec Michel, un médecin généraliste. Oui, elle était satisfaite parce que c'était quelqu'un qui lui correspondait plutôt bien. Et puis, c'est plutôt agréable aussi d'avoir un compagnon. Arrivé 40 ans, on se pose quand même des questions. Le couple aurait même envisagé de se marier. Je la sentais épanouie, oui, effectivement, elle était épanouie. Et d'ailleurs, quand je lui ai annoncé que j'allais me marier, à ce moment-là, elle m'a dit moi j'aimerais bien me marier aussi, peut-être qu'on va se marier aussi dans les mois à venir ou c'est en projet. Les gendarmes convoquent le médecin. Ils espèrent que l'homme qui partageait la vie de la victime va pouvoir les aider à retracer les dernières heures de Marie-Michel Calvez. L'homme relate aux enquêteurs que sa compagne a passé la nuit chez lui, la veille du meurtre. Leur réveil a sonné comme d'habitude, à 6h45. Ils prennent un petit déjeuner ensemble, ils décident de se retrouver le soir parce qu'ils doivent aller chez un ami peintre chez qui Marie-Michel a vu un tableau, elle veut aller lui acheter le tableau. Et à 8h, Marie-Michel Calvez quitte son compagnon en lui promettant d'être de retour vers 20h. Elle s'est ensuite rendue chez elle, comme elle le faisait tous les jours, avant d'aller travailler. La journée type de Marie, quand elle travaillait, comme elle était chez son compagnon, elle passait le matin chez elle, justement pour voir les messages sur sa messagerie. À son domicile, Marie-Michel consulte son répondeur et passe différents appels téléphoniques pour organiser sa journée de rendez-vous.
À l'époque, il n'y avait pas de portable, donc tous ces coups de fil professionnels, elle les passait certainement de chez elle, oui. Et c'était son numéro que les clients avaient. Les gendarmes établissent qu'à midi, Marie-Michel Calvès est arrivée à l'hôtel-restaurant du Port pour rejoindre 2 amis. Un lieu où elle a ses habitudes, notamment pour rencontrer des clients, des marins pêcheurs pour la plupart. Hôtel-restaurant du Port, c'était un bel établissement de l'époque qui recevait tous les professionnels de la marine de pêche de la région. C'est clair, c'est un point de passage obligé sur le port du Guilvinec. C'est vrai qu'à l'hôtel du Port, il y avait beaucoup de marins. C'était très important pour son travail aussi. Elle pouvait du coup avoir de la clientèle aussi en plus, et puis elle avait du plaisir aussi à se retrouver là, parce que c'était vraiment l'endroit où beaucoup de gens se retrouvaient. Il y avait une très bonne ambiance. Elle déjeune avec ses amis. Tous les 3 prennent ensuite un verre au bar pour poursuivre leur conversation. Et vers 16h, Marie-Michel Calvès se rend chez Sophie Salone, fleuriste à l'Échiagat, petite commune située près du Guilvinec. J'étais avec ma mère à travailler, on était toutes les deux, chacune d'un côté du magasin, et Marie-Michel s'est mise entre nous deux. Elle s'est mise entre nous deux, et à ce moment-là, elle a commencé à discuter avec nous, normalement, comme elle le faisait d'habitude. Et elle a été tout à fait normale ce jour-là. Marie-Michel Calvès lui parle alors d'un rendez-vous auquel elle doit se rendre plus tard dans la soirée. Elle m'avait dit qu'elle avait un rendez-vous avec un peintre, un artiste peintre, à qui elle avait commandé 2 tableaux. Et je crois me souvenir qu'un des tableaux, c'était des hortensias bleues. Et donc, elle devait y aller en fait avec son compagnon. Vers 17h15, Marie-Michel Calvès quitte la boutique de la fleuriste. Et à ce moment-là, elle est sortie du magasin, nous a dit au revoir. Et puis elle nous a fait un signe de la main, et puis elle est partie, et puis on ne l'a plus jamais revue. Voilà. Elle se rend ensuite chez un client, chez qui elle a rendez-vous aux alentours de 18h. Elle termine sa journée chez un dernier client, un marin-pêcheur, chez qui elle boit l'apéro. Il lui propose un 2e apéro, mais elle lui dit « Ah ben non, j'ai pas le temps, je suis pressée parce que je dois aller à un rendez-vous. » Son dernier client explique qu'elle a quitté son domicile aux alentours de 19h. Et là, alors que normalement elle doit se rendre chez son ami, chez le médecin, avec qui elle doit aller chez ce peintre, là, elle n'arrive pas chez le médecin. Elle disparaît. À partir de 19h, on perd sa trace et plus personne ne sait ce qu'il a dit. Qu'a fait Marie-Michel Calvès ensuite? Selon ses proches, elle avait pour habitude de repasser chez elle à Plonéour-Lanverne chaque soir. Elle passait chez elle tous les soirs. Puisqu'il y avait le chien, il y avait Zicomer, son chien, qu'elle sortait le matin, qu'elle rentrait le soir. Parce que le chien, sinon, aboyait toute la nuit et ça gênait les voisins. Donc elle rentrait systématiquement tous les soirs, après son travail, chez elle, dans un premier temps, pour rentrer le chien, pour fermer les volets, peut-être pour consulter ses messages sur sa messagerie. Mais pour l'heure, l'enquête ne permet pas d'établir où est allée Marie-Michel Calvès, après 19h. Seule certitude, elle n'a jamais rejoint son compagnon à 20h, comme convenu le matin. Et elle n'est jamais allée chez le peintre, chercher son tableau. Personne ne l'a revue vivante après son dernier rendez-vous. Mais tous ceux qui l'ont croisée ce jour-là sont unanimes pour dire qu'elle allait bien. Ce jour-là, Marie-Michel était volubile comme d'habitude, elle était très bien, elle était en forme, tout allait parfaitement bien. Il n'y avait rien qui changeait d'habitude. Voilà, elle était comme d'habitude. À quelle heure la journée de Marie-Michel Calvès a-t-elle basculé dans l'horreur? Quand a-t-elle croisé son tueur? Qui sont les 2 hommes que la voisine du lieu où l'on a retrouvé le corps a entendu la nuit du drame? Les investigations vont devoir répondre à ces questions. Jean-Marc, grâce aux nombreux témoignages, on sait quasiment heure par heure l'emploi du temps de la dernière journée de Marie-Michel Calvès. Et c'est bien sûr une chance pour les enquêteurs. Oui, son métier consiste à avoir des rendez-vous programmés tout au long de la journée. Son emploi du temps est donc parfaitement traçable et c'est un atout pour les enquêteurs. D'ailleurs, de tous les témoignages recueillis, il apparaît qu'elle avait bien l'intention d'aller chez son ami peintre ce soir-là pour lui acheter un tableau. Et puis d'autre part, aucun incident notable n'a été à signaler durant cette journée. Marie-Michel Calvès est décrite par ses proches comme étant une femme épanouie, toujours de bonne humeur. Mais il y a un point sur lequel ils insistent tous, c'est son caractère bien trempé.
Oui, ce sont toutes des informations importantes, mais celle que je retiens en premier, c'est ce caractère décrit comme étant un peu cash. Bien sûr, ça ne conduit pas directement à identifier l'auteur des faits, mais ça peut être un début d'explication, ça peut être une discussion qui a mal tourné, qui a dégénéré, qui s'est envenimée. Grâce au témoignage de la voisine qui habite tout près de l'endroit où on a retrouvé la voiture brûlée, on sait qu'il y avait au moins 2 personnes sur les lieux et 2 voitures. Toujours selon cette femme, il n'y a eu aucun cri, aucun appel au secours, ce qui pourrait laisser penser que Marie-Michel Calvès n'a pas été agressée là. Quel est votre avis, Jean-Marc ? Oui, je pense que la séquence criminelle s'est déroulée au moins en 2 temps. D'abord le meurtre, dans un endroit qu'on ignore, et puis le transport et la carbonisation du corps. Alors bien sûr, les enquêteurs vont devoir s'attacher à découvrir quel est l'endroit du meurtre. D'abord, cet endroit en lui-même peut apporter un certain nombre d'informations. C'est pas la même chose s'il s'agit du domicile de la victime, du domicile d'un tiers, de la voie publique, d'un endroit public. Et puis on le sait bien, l'exploitation de la scène de crime peut apporter un certain nombre d'éléments de preuve et même d'éléments permettant d'identifier l'auteur des faits. Les enquêteurs savent que Marie-Michel Calvès repassait tous les soirs chez elle avant de rejoindre le domicile de son compagnon. Ils doivent maintenant établir si le jour des faits, la victime a suivi son emploi du temps habituel. Les investigations se concentrent maintenant sur le quartier de la victime. Il y a urgence à déterminer si Marie-Michel Calvès a rejoint sa maison après son dernier rendez-vous professionnel. L'enquête de voisinage dans le quartier résidentiel où vit Marie-Michel Calvès apporte une information essentielle. Sa voiture a été vue devant chez elle ce soir-là, aux environs de 19h. L'homme qui a vu la voiture se souvient très bien de ce soir-là, car il attendait des invités pour l'apéritif. Il semblerait donc que Marie-Michel Calvès soit bien rentrée chez elle après avoir quitté son dernier client. Maintenant, aucun témoin nous dit avoir vu Marie-Michel. Aucun voisin n'a vu la victime le soir des faits. Les gendarmes décident alors de perquisitionner sa maison. Il n'y a rien. C'est nickel. Comme à son habitude. La maison, toujours bien tirée, comme sa personne. Elle était toujours très bien habillée. À l'intérieur de la maison, il n'y a aucune trace de lutte ou de violence. Dans la cuisine, les gendarmes notent la présence de 2 verres et d'une assiette qui sont en train de sécher sur l'égouttoir. Sur la gazinière, un bocal de pâte est posé. Catherine Calvès était présente lors de cette perquisition. La première fois que je suis retournée à la maison avec les gendarmes, quand je suis rentrée dans la cuisine, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. C'était un tube de dentifrice entamé qui était sur le bahut de la cuisine. Et il n'avait rien à faire là, quoi. Ce tube de dentifrice est pour la sœur de la victime un indice important. Elle était quasi maniaque, je vais dire, et non, elle n'était pas du tout... Non, la salle de bain était en haut, et le tube de dentifrice n'avait rien à faire là. Si ça avait été un tube neuf, bon, qu'elle est en revenant des courses, elle le pose sur le bahut, etc., elle oublie de le monter, bon, ok. Mais un tube entamé, non. Non. Qu'est-ce qu'un tube de dentifrice entamé fait dans une cuisine? Rien. Pour Catherine Calvès, la présence de ce tube de dentifrice dans la cuisine démontre qu'il s'est passé quelque chose d'anormal dans la maison. Et moi, je me suis imaginé Marie interrompue dans sa toilette ou quelque chose et descendant avec son tube de dentifrice dans la main comme ça. Et je me suis dit, c'est là que ça a dû se passer. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Il y a autre chose qui laisse penser que Marie-Michel Calvès s'est bien rendue à son domicile le soir du meurtre. On sait très exactement quels sont les vêtements que la victime portait lors de son dernier rendez-vous. Tous ceux qui l'ont croisée lors de sa dernière journée ont certifié aux gendarmes qu'elle portait une veste de tailleur à motif écossais, une jupe noire et un imperméable beige. Et il n'y avait sur aucun de ces vêtements des boutons dorés, comme ceux retrouvés dans la carcasse de la voiture brûlée. Selon Catherine Calvès, les boutons dorés proviennent d'un gilet que sa sœur aimait porter quand elle ne travaillait pas. Il y a beaucoup d'éléments qui me permettent de penser qu'elle est rentrée chez elle et que vraisemblablement elle s'est changée. Il n'y a dans la maison aucun élément qui permette de comprendre ce qui s'est passé chez la victime le soir du meurtre. Une chose est sûre, son chien Zigomar n'a pas été rentré dans la maison ce soir-là. Enfin, le fait que le chien n'ait pas été rentré ce soir-là, ça veut dire que sa soirée ne s'est pas passée normalement. Parce qu'une soirée normale, elle aurait rentré le chien. Bon, même si elle était restée dormir, elle, chez elle, éventuellement, je ne sais pas, mais le chien aurait été rentré. Dans tous les cas, le chien aurait été rentré. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas normal. C'est alors que les gendarmes vont avoir connaissance d'un nouveau témoignage.
celui d'un autre voisin de Marie-Michel Calvès. Aux environs de minuit, il faisait un tour de quartier. Et il faisait le tour de quartier de chez Marie-Michel. L'homme se souvient très précisément d'une voiture stationnée devant la maison de Marie-Michel Calvès. Il est certain de n'avoir jamais vu dans le quartier ce véhicule auparavant. Il voit de la lumière allumée chez Marie-Michel. Il voit cette voiture qui nous décrit avec des autocollants sur la lunette arrière. Il n'a pas l'immatriculation, mais c'est un véhicule en 29. Ce véhicule, immatriculé dans le Finistère, ne sera pas retrouvé par les gendarmes. Les enquêteurs ne peuvent donc pas identifier l'individu qui stationnait devant chez la victime, la nuit du drame. Jean-Marc, les premiers éléments d'enquête laissent penser que le soir du meurtre, Marie-Michel Calvès est repassée chez elle après son dernier rendez-vous professionnel. Qu'est-ce qui retient plus particulièrement votre attention parmi les constatations effectuées dans la maison de la victime? Tout d'abord, c'est ce bocal de pâte qui se trouve sur la cuisinière. On l'a vu, lors de l'autopsie, le médecin légiste a trouvé dans l'estomac de la victime des pâtes. Difficile donc de ne pas faire un rapprochement. Ça semble établir que la victime a pris son dernier repas chez elle. Ce qui peut paraître un peu curieux, c'est que Marie-Michel Calvès a mangé chez elle alors qu'elle devait retrouver son compagnon à 20h et qu'ils avaient l'habitude de dîner ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc? On peut se poser la question de savoir si elle avait réellement l'intention de dîner avec son compagnon ou si elle avait une autre idée en tête. Elle a peut-être aussi changé d'avis. Les enquêteurs ont retrouvé sur l'égouttoir de la cuisine une assiette et 2 verres. Est-ce que vous pensez que Marie-Michel Calvès avait un invité pour ce dernier repas? C'est difficile de répondre à cette question. Il se peut tout à fait que ces 2 verres n'aient pas été utilisés en même temps, que l'un d'eux soit resté sur l'égouttoir depuis 1 ou 2 jours sans avoir été rangé. Les enquêteurs ne constatent aucune trace de lutte dans la maison. Est-ce que pour vous, cela exclut l'hypothèse que Marie-Michel Calvès ait été tuée chez elle? Non, ça n'exclut absolument rien. On l'a vu, le ou les auteurs ont fait preuve de méthode, de sang-froid pour brûler la voiture. Ils ont pu faire preuve de la même maîtrise pour effacer toute trace de lutte éventuelle à l'intérieur de cette maison. Dernier élément, Jean-Marc, le témoignage du voisin qui dit avoir vu une voiture garée devant chez Marie-Michel Calvès vers minuit. Est-ce que vous pensez qu'il s'agissait de la voiture du tueur? C'est tout à fait possible, mais il peut aussi s'agir, et je pencherai plutôt pour cette hypothèse, de la voiture de celui ou de celle qui a aidé l'auteur à se débarrasser du corps. Les gendarmes vont tenter de répondre à toutes ces questions. Pour cela, ils vont commencer par s'intéresser à la vie amoureuse de Marie-Michel Calvès. Depuis le début de l'enquête, Michel, le compagnon de la victime, intéresse tout particulièrement les gendarmes, qui décident de lui poser quelques questions. Forcément, c'est le personnage qui est le plus proche de Marie-Michel à ce moment-là de sa vie. Donc c'est le premier sur lequel ils vont concentrer leur attention. Les investigations des gendarmes révèlent que Michel a eu une attitude pour le moins étrange le soir du meurtre. L'enquête a montré que Marie-Michel Calvès devait rejoindre son compagnon chez lui vers 20h. Il était prévu qu'elle rentre chez son ami, puisqu'il devait aller rendre visite à un peintre pour l'achat d'un tableau, pour voir un tableau. Alors pourquoi Michel ne s'est-il pas alarmé de l'absence de son ami? C'est son comportement qui intrigue les gendarmes. Il ne s'inquiète pas du fait qu'elle n'arrive pas, de sa non-venue. Il ne passe pas un coup de fil, il n'essaie pas de la joindre. Face aux gendarmes, Michel raconte avoir calmement attendu sa compagne en regardant la télévision. Connaissant Marie, qui était une fille rigoureuse, etc., ponctuelle, elle n'arrive pas à 20h. Bon, déjà, je m'inquiète pas, mais enfin bon, je trouve quand même déjà un peu bizarre. Bon, 20h15, 20h30, 20h45, 21h, je commence franchement à me poser des questions. Lassé d'attendre son ami, le médecin serait ensuite allé se coucher à 22h, sans jamais avoir eu de nouvelles de Marie-Michel. Je ne comprends pas pourquoi il ne s'en est pas inquiété. Pourquoi carrément il ne s'est pas déplacé? C'était pas loin, ils habitaient pas loin. En 5 minutes il était là. Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement singulier de Michel? Médecin généraliste, l'homme jouit d'une excellente réputation, ce qui n'empêche pas les enquêteurs de fouiller la vie intime du couple. Cet été-là, ils avaient été en vacances en Irlande et pour moi elle était heureuse de rester avec lui, oui. Elle me parlait souvent de son compagnon. Elle était épanouie, elle avait plein de projets dans la tête à ce moment-là et vraiment, il n'y a rien qui laissait transparaître ou un mal-être ou un problème quelconque.
Mais Catherine Calvez apporte un tout autre regard sur la vie amoureuse de sa sœur. Elle se souvient de leur dernière conversation téléphonique, 10 jours avant le meurtre, le 11 septembre 1994. Elle se posait des questions sur sa relation avec son compagnon, elle était plus trop sûre d'elle, elle n'était pas sereine, non. Il y avait une dispute, pour autant que je m'en souvienne, assez violente. Le motif de la dispute semblait assez dérisoire. Elle avait taquiné à propos d'une autre compagne ou copine qu'il avait eue, et il avait vraiment pas apprécié. Et ça avait été assez violent apparemment, il avait sèchement remis à sa place et verbalement il pouvait être assez violent. Lors de cette conversation téléphonique, Marie-Michel semblait inquiète, plus du tout sûre de son amour. Je sentais qu'elle était vraiment perturbée et que vraiment elle se posait des questions, oui. Elle était... ça avait quand même jeté un sacré froid. Elle était entière, quoi. C'était bon, c'était pas bon, c'était pas à moitié, quoi. Devant les gendarmes, Catherine Calvez dément les projets de mariage de sa sœur. Non, je ne l'ai jamais entendue, elle, me dire qu'elle allait se marier. Si quelqu'un avait été au courant, je pense que j'aurais été la première à le savoir, hein. Toutes ces informations nourrissent les soupçons des gendarmes. Ils décident, le 22 février 1996, soit près d'1 an et demi après le meurtre, de placer le compagnon de Marie-Michel Calvez en garde à vue. L'interrogatoire a lieu à la gendarmerie de Quimper. Les enquêteurs veulent savoir pourquoi Michel est allé tranquillement se coucher sans chercher à joindre sa compagne. Cela fait 17 mois que Marie-Michel Calvez a été tuée. Les gendarmes débutent la garde à vue du médecin, bien décidés à obtenir des réponses. À la question posée, il dit « Mais Marie-Michel, vous l'avez vue ?» Ben non, elle n'a pas dormi là cette nuit. Il dit « Mais c'est bizarre. C'est son ami, c'est un couple qui a des projets, et cet homme ne s'inquiète pas. Il n'a pas pris la voiture, il n'a pas appelé. » Michel explique qu'il a présumé que sa compagne avait changé d'avis sans l'avertir. Si elle avait fixé rendez-vous à 20h avec Michel, elle serait venue le rejoindre. Elle n'aurait pas été de son propre gré faire autre chose ailleurs, avec des copains, etc., boire un pot et compagnie, non. Non, elle n'aurait pas fait ça. Elle serait venue le rejoindre, si elle avait pu. Face aux enquêteurs, le médecin relate qu'il s'est senti contrarié du changement d'emploi du temps de sa compagne. C'est pourquoi, vexé, il n'a pas cherché à la joindre ce soir-là. C'est un homme qui fonctionne comme ça. C'est un solitaire et puis son comportement reflète un peu son attitude habituelle. Et ça, nous, on va déduire cette conclusion suite à l'analyse de nombreuses auditions et puis de témoignages qu'il nous a apportés. Pour la psychologue Hélène Romano, l'absence d'angoisse de Michel n'est pas incriminante. Le conjoint concerné vit sa vie, attend sa femme qui risque d'arriver, se couche parce qu'il est fatigué, n'est pas en tant que tel suspect. Si tous les conjoints dont la moitié travaillent tard et rentrent tard appelaient la police, je pense que les commissariats seraient surchargés d'appels. Donc en tant que tel, c'est pas suspect. L'absence d'émotion apparente du médecin lorsqu'il a appris la mort de sa compagne ne serait pas non plus suspecte. Alors les médecins ont une personnalité qui est aussi très régulièrement mise à mal par la détresse, la souffrance des gens. Et ils apprennent aussi, du fait de leur expérience professionnelle, à contenir leurs émotions. Et c'est très souvent des personnes, lorsqu'ils sont confrontés à la mort d'un proche, qui vont avoir tendance à avoir des réactions inhibées, c'est-à-dire à ne pas être explosifs dans les pleurs, dans les cris, dans les hurlements, comme pourrait l'être quelqu'un qui a une autre profession. Des perquisitions ont lieu au domicile ainsi qu'au cabinet du médecin. Les enquêteurs veulent établir si les tissus calcinés retrouvés dans la voiture peuvent provenir de chez Michel. Mais aucun indice n'est découvert. Au terme de 48 heures de garde à vue, Michel ressort libre de la gendarmerie. En tout état de cause, cette nuit-là, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti de chez lui. On n'a pas pu le déterminer, du moins. Il a pu prouver qu'il était resté chez lui et il semble qu'il a réussi à prouver qu'il n'a pas tué Marie-Michel, qu'elle ne s'est pas rendue chez lui et qu'il n'est pas le dernier à l'avoir vue vivante. Mais est-ce que c'est un bon alibi? J'en sais rien. En tout cas, visiblement, l'alibi a convaincu la justice. Michel n'a jamais été mis en cause dans le meurtre de Marie-Michel Calvez.
Aujourd'hui, il ne veut plus parler de cette affaire. Bon, moi, j'ai essayé de le joindre. Il ne veut pas en parler, il veut rencontrer personne. Le silence qu'il a observé depuis l'affaire, ça colle bien avec la chape qui s'est abattue sur cette affaire. Et ça correspond bien, si je puis dire, à l'ambiance et à l'atmosphère locale. Négard, on voit bien que le compagnon de Marie-Michel Calvez a très rapidement été suspecté. Pourtant, les gendarmes n'avaient aucun élément matériel permettant d'étayer leurs soupçons, ce qui ne les a pas empêchés de placer cet homme en garde à vue. Pourquoi ne pas l'avoir interrogé dans le cadre d'une simple audition ? Aujourd'hui, depuis une loi de 2014, il existe à côté de la garde à vue une mesure qu'on appelle audition libre et qui permet à une personne d'être entendue le temps strictement nécessaire à ses déclarations, libre à elle de quitter les locaux une fois qu'elle les a faites. Simplement, à l'époque des faits, l'audition libre n'existait pas encore et cette gradation n'existait pas non plus. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le compagnon de Marie-Michel Calvez a été directement placé en garde à vue. Alors on l'a vu, le cabinet médical de cet homme a été perquisitionné. Est-ce que les enquêteurs doivent respecter des règles particulières quand ils procèdent à une perquisition chez un médecin ? De manière générale, le Code de procédure pénale prévoit pour toutes les professions pour lesquelles il existe un secret professionnel, c'est-à-dire notaire, huissier, avocat, journaliste et médecin, des règles particulières qui viennent encadrer les perquisitions et donc préserver, tant que possible, le secret professionnel. Pour les médecins, c'est l'article 56-3 du Code de procédure pénale qui impose que la perquisition soit effectuée par un magistrat, là où habituellement elle était effectuée par un officier de police judiciaire, et en présence d'un membre du Conseil de l'ordre auquel appartient le médecin et de son avocat. La famille de Marie-Michel Calvez va tenter de faire progresser les investigations en promettant une récompense de 300 000 francs, soit environ 50 000 €, à qui permettrait par son témoignage d'identifier le tueur. Est-ce que ce genre d'initiative est encadré par la loi ? C'est une initiative qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans les dossiers criminels, mais qu'une partie peut tout à fait décider d'entreprendre. Simplement, rien dans le Code de procédure pénale ne l'interdit, mais rien ne le prévoit non plus. Les gendarmes poursuivent leur enquête en concentrant leurs investigations sur la piste locale, car c'est au Guilvinec que la voiture de Marie-Michel Calvez a été retrouvée calcinée. C'est également dans cette commune que se concentrait l'activité professionnelle de la victime. Comme elle travaillait au Guilvinec, pour moi, c'était pas surprenant, entre guillemets, qu'on l'ait trouvée au Guilvinec. J'ai pensé qu'il y avait peut-être eu quelque chose par rapport à son travail, effectivement. Les gendarmes fouillent la vie professionnelle de la victime. Les clients de Marie-Michel Calvez sont surtout des marins-pêcheurs. Elle réalise des contrats d'assurance avec les marins-pêcheurs à une époque où la pêche est une activité très importante dans cette région. Et le secteur de l'assurance est également un secteur en plein dynamisme. Qui sont ces clients ? Quelle relation Marie-Michel avait-elle avec les marins-pêcheurs ? Les enquêteurs cherchent à répondre à ces questions. Mais ils comprennent rapidement qu'il va être très difficile d'obtenir des témoignages. C'est un milieu très particulier. D'abord un milieu assez fermé, qui vit dans une espèce de microcosme. C'est un milieu où on ne parle pas beaucoup aux autres, où l'intrus, celui qui n'est pas issu du milieu, a du mal à se faire une place, on s'en méfie un petit peu. Quand je vous dis qu'on nous fermait la porte ou les volets, c'est une réalité. D'autres enquêteurs, même des gendarmes de la brigade de Guilvinec, pourront vous le confirmer, quoi. On nous avait déjà fait savoir que c'était pas forcément facile de travailler sur le pays du Guilvinec, puisque les gens n'étaient pas très bavards. Les investigations ne permettent pas d'établir que la victime était en conflit avec certains de ses clients. Les gendarmes se concentrent alors sur les collègues de Marie-Michel Calvez. Elle avait décroché la responsabilité de tout le secteur et elle avait une dizaine de portefeuilles qu'elle coordonnait. Et donc forcément, elle avait le poste qui était le plus important. Et c'était une femme seule, libre. Et donc je pense que ça devait éveiller des jalousies. À l'UAP, elle est chargée de coordonner une équipe de conseillers en assurance, des hommes pour la plupart. Et je crois que c'était assez insupportable pour ses collègues hommes d'être dirigé par une femme. C'était surtout un collègue apparemment qui lui posait problème. Il y avait une mésentente entre deux, et je crois qu'elle avait l'impression que ce collègue ne supportait pas d'être dirigé par une femme. Michel, le compagnon de la victime, confie aux enquêteurs que ce collègue inquiétait Marie-Michel. Elle pensait même qu'il avait mis un contrat sur sa tête.
L'homme est convoqué à la gendarmerie. Face aux enquêteurs, il nie toute implication dans le meurtre. Et surtout, il parvient à justifier de son emploi du temps le soir du drame. Sa compagne corrobore son alibi. Le collègue est donc relâché et mis hors de cause. Dès lors, les gendarmes vont s'intéresser à une autre piste. Il y avait la concurrence qui était vive sur le marché de l'assurance des marins-pêcheurs. Il y avait pour les assurances beaucoup d'argent à faire, de police à pouvoir ramasser. Marie-Michel et son équipe là, avaient été classés au niveau national par l'UAP à la première place, peu de temps avant. Là. Et donc c'est vrai qu'ils avaient un produit à l'UAP là, qui touchait les marins-pêcheurs en matière d'indemnité. Et donc elle avait un produit d'attaque là, qui était excellent. Au fil de l'enquête, les gendarmes comprennent que le succès commercial de l'équipe de Marie-Michel Calvès ne plaisait pas à tout le monde. Les résultats du principal concurrent de la victime, jusque-là leader en pays bigoudin, étaient en baisse. Le démarchage des clients donnait donc lieu depuis quelques mois à une compétition sans merci. Cette rivalité entre les différentes compagnies d'assurance est prise très au sérieux par les enquêteurs. La jalousie, ça peut exacerber des troubles de la personnalité chez certaines personnes qui n'auraient pas fait de mal à une mouche s'ils n'avaient pas été jaloux. Ça, c'est des choses que l'on voit au niveau professionnel, que l'on a déjà vu au niveau criminologique et qui peuvent conduire certaines personnes à tuer ou à faire tuer alors qu'ils ne l'auraient jamais fait dans un autre contexte. Est-il réellement possible que la réussite professionnelle de Marie-Michel soit à l'origine de son meurtre ? Les gendarmes recueillent alors un nouveau témoignage, celui d'un client de Marie-Michel Calvès, qui leur révèle avoir parlé au téléphone avec la victime le soir du meurtre. Il précise qu'il était un peu plus de 19h. On sait, à 19h15, 20, elle est vivante puisqu'elle passe un appel chez un client pour traiter une affaire d'assurance avec la concurrence. Ce client relate qu'il venait de rompre son contrat avec son précédent assureur pour signer avec Marie-Michel. Son ancien conseiller avait très mal pris ce changement. Il était même allé chez son client dérober le nouveau contrat signé avec l'UAP. On a auditionné, placé en garde à vue des membres des équipes de la concurrence de Marie-Michel, et qui n'ont pas été épargnés dans ce domaine-là pour pouvoir établir les emplois du temps des uns et des autres. Mais une fois encore, rien ne permet de relier l'une de ces personnes au meurtre. On a recensé l'ensemble des dossiers à souci, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça ne nous a pas permis non plus de dire que c'était la guerre, ou qui aurait pu justifier un tel acte. Cependant, pour les gendarmes, les investigations menées autour de la piste professionnelle ne sont pas vaines. Elles ont permis d'obtenir une information importante pour le dossier. À 19h15, Marie-Michel Calvès n'était pas encore rentrée chez elle. Le client qu'elle a eu au téléphone à cette heure-là ajoute qu'il est certain que la victime l'a appelé d'une cabine publique. On n'a pas pu remonter cet appel, puisque à l'époque, tout n'était pas enregistré par France Télécom. On ne pouvait pas pister les communications téléphoniques inférieures à 3 minutes de mémoire. Bon, aujourd'hui, ça fait rire peut-être, mais c'était comme ça. L'enquête se poursuit sans qu'aucune piste ne permette d'élucider l'affaire. Les gendarmes sont toujours persuadés que Marie-Michel Calvès connaissait son tueur. Ils décident de fouiller à nouveau ses relations personnelles et très rapidement, un ami d'enfance va retenir toute leur attention. Cet homme, c'est Max. Parmi les proches de Marie-Michel Calvès, il a une place bien particulière. L'amitié entre Max et la victime s'est construite autour des drames de leur enfance. Je pense que le lien, c'est où Marie-Michel a perdu sa maman, elle était jeune. Max a perdu sa maman, il était jeune aussi. Et ils habitaient l'un en face de l'autre, et donc ils se voyaient souvent. Et donc je pense que le lien est venu de là. Il est sympa, il est plutôt drôle, il est affable. Non, il était... Je me rappelle, il allait à la pêche avec mon père, c'était... Non, il est sympa, oui. Max et Marie-Michel ont grandi, mais ont toujours gardé l'un pour l'autre une tendresse particulière.
âgé de 33 ans. Le Breton est fier de sa réussite. C'est un jeune homme qui est marin, qui fait toutes les écoles de la marine, d'abord de la marine militaire. Il est sur la Jeanne d'Arc, embarqué pour apprendre tous les métiers de la marine. Mais l'homme reste marqué par son histoire familiale difficile. Et c'est un jeune homme qui est sous la coupe d'un père particulièrement autoritaire, officier de marine lui aussi, et qui n'est jamais parvenu à se libérer de la coupe de ce père autoritaire. Au moment du meurtre, les deux amis avaient retrouvé leur proximité. Il faut savoir que Max habite une maison au bout de la rue, Marie-Michel a sa maison à l'autre bout de la rue, et juste en face de la maison de Marie-Michel, il y a la maison familiale des parents de Max. Max vit seul depuis son divorce. Avec Marie, ils se voyaient beaucoup. Parce qu'ils habitaient la même rue, et puis bon, ben voilà, ils avaient re-sympathisé, j'ai envie de dire, et c'était un bon copain à elle, oui. Mais il semblerait que Max nourrissait pour son ami d'enfance d'autres sentiments. C'est Marie-Michel qui m'avait dit, elle m'avait dit que Max était amoureux d'elle. Mais elle m'avait dit, tu sais bien, Max et moi, non. C'est comme un frère, on se connaît depuis l'enfance. Non, elle n'aurait jamais été avec lui, non. Le marin désapprouvait ouvertement la relation amoureuse de Marie-Michel. Marie-Michel m'en a parlé de Max au sujet de sa relation avec Michel. Et il était très, très jaloux, en fait, Max. Il ne voulait pas qu'elle reste avec Michel. Je pense qu'il aurait voulu détruire le couple. Les gendarmes se souviennent d'avoir entendu Max le lendemain du meurtre, au même titre que tous les voisins de la victime. Il était vu par une équipe d'enquêteurs, de gendarmes, qui frappaient aux portes et qui demandaient s'ils avaient entendu quelque chose, vu quelque chose de particulier, l'enquête habituelle et puis le questionnement habituel. Mais chose étrange, Max n'a alors pas évoqué ses liens d'amitié avec Marie-Michel Calvez. Quand ils passent chez lui, ils ne savent pas que la propriétaire de la voiture est une amie d'enfance, ils ne le savent pas. Ils passent vers lui, il répond rien. Ah bon, on lui dit qu'il y a un corps calciné dans une voiture. Bon, ben oui, mais moi, je peux rien vous dire, point barre. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit exactement, mais il n'a pas été surpris. Il n'a pas montré de surprise. Ah bon, c'est ma copine qui est peut-être dedans, ou je ne sais pas. Il n'a posé aucune question aux gendarmes. Max a été entendu une deuxième fois, près d'un mois après le meurtre. Il était alors hospitalisé suite à un accident du travail. Et puis là, il confirme ce qu'il a déjà dit aux gendarmes quelques jours avant, qu'il n'a pas vu Marie-Michel. Il explique aux officiers de gendarmerie que le jour du meurtre, il a travaillé toute la journée à l'île Longue, la base militaire sous-marine de Brest. Puis il est rentré chez lui en fin d'après-midi. On apprend qu'il a tondu la pelouse en face de chez Marie-Michel ce soir-là. Max assure n'avoir rien remarqué de particulier en jardinant en face de chez la victime. Il ajoute qu'après avoir tondu la pelouse, il a rejoint sa maison vers 19h30 pour regarder la télévision en buvant quelques bières. Il aurait pu à cette heure-là croiser Marie-Michel, mais il affirme ne pas l'avoir vue. Plus d'un an après le meurtre, les gendarmes décident de s'intéresser à nouveau à lui. Ils reviennent vers lui parce que la juge d'instruction qui est saisie décide de tout recommencer. Et donc finalement, ils se rendent compte de ce Max qui a été entendu une première fois d'une manière un peu rapide. Et il y a des éléments troublants dans ce qu'il devient, il y a des éléments troublants dans son parcours de vie. On s'aperçoit que le mec, c'est pas un tendre. C'est pas un tendre. Et on apprend qu'il était violent avec son épouse, son ex-épouse. Et même très violent. Il n'a pas l'alcool facile. C'est un impulsif. Et donc, on travaille là-dessus. Ah, il est réputé colérique. Hein. Ah oui, ça, c'est un dur. Bon, il est assez agressif quand il a bu. Hein. Et ça, je l'ai su après, il est aussi violent. Violent. Ça, je l'ai su par son ex-femme. Oui, il est capable de grande violence, oui. C'est alors que les enquêteurs apprennent une information importante. Max aurait eu un accident quelques jours après le meurtre de Marie-Michel Calvez. Max, il est tombé de sa fenêtre de chez lui qui se situe à un étage. Mais certains nous disent, mais il n'est pas tombé. Ils étaient en fête avec des amis
Mais en fin de compte, il a sauté. Il avait bu et il a sauté de sa fenêtre sur le bitume en bas. Et donc, ça nous intrigue. Les gendarmes apprennent ainsi pourquoi Max n'a pas assisté aux obsèques de Marie-Michel Calvez. Moi, je me suis demandé s'il n'avait pas voulu justement éviter d'aller à l'enterrement. Parce qu'il devait porter le corps. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il ne supporte pas l'idée d'aller à l'enterrement. Et je me suis demandé, tiens, pourquoi il ne supporte pas l'idée d'aller à l'enterrement. Fort de ces éléments, les gendarmes se présentent au domicile de Max, le 21 mai 1996, à 7 h du matin. Sa mise en garde à vue lui est immédiatement notifiée. Jean-Marc, les gendarmes placent en garde à vue Max 20 mois après le meurtre de Marie-Michel Calvez. 20 mois, ça paraît très long. Comment expliquez-vous que cette garde à vue intervienne si tard ? On l'a vu, Arnaud, c'est la juge d'instruction chargée de cette affaire qui a trouvé le temps de relire attentivement tout le dossier. Et c'est toujours intéressant quand un magistrat instructeur joue pleinement son rôle de directeur d'enquête, car je vous rappelle que quand une information judiciaire est ouverte, le vrai directeur d'enquête, c'est le juge d'instruction. C'est à lui qu'il appartient de donner des impulsions à l'enquête, de lui donner des orientations et de demander aux enquêteurs qu'un certain nombre d'actes soient faits par le biais de commissions rogatoires. Et là, en relisant ce dossier, le magistrat s'est aperçu que l'enquête faite au sujet de Max était un peu superficielle, un peu légère. Il a donc demandé à ce que des actes supplémentaires soient faits, et c'est à ce moment-là que les gendarmes se sont aperçus de la personnalité complexe de Max. Max a eu un accident quelques jours après le meurtre et n'a pas pu se rendre aux obsèques de Marie-Michel Calvez. Est-ce que vous trouvez, comme les gendarmes, que cette attitude est suspecte ? C'est toujours intéressant pour les enquêteurs de voir qui vient ou qui ne vient pas aux obsèques de la victime d'un homicide. En général, on y trouve ses proches, ses amis d'enfance. Et là, Max est absent, il a eu un accident. On pourrait croire que cet accident est un acte volontaire pour trouver une excuse pour ne pas aller à ces obsèques. Mais en ce qui me concerne, je me garderais bien d'interpréter cet acte de la vie quotidienne au risque de le surinterpréter. Selon vous, quels sont les éléments qui justifient la mise en garde à vue de Max ? Tout d'abord, c'est très curieux qu'il n'ait pas dit aux enquêteurs avoir vu Marie-Michel rentrer chez elle alors qu'il était en train de tondre le gazon de la maison de son père qui se trouve juste en face. Et puis l'enquête a démontré que Max était amoureux depuis longtemps de Marie-Michel Calvez et qu'il supportait mal sa liaison avec ce médecin. Or Arnaud, vous le savez comme moi, les amours déçus, les amours trahis, la jalousie sont des motifs récurrents d'homicide. Ça mérite donc à l'évidence un examen plus approfondi de l'emploi du temps de Max. Et que pensez-vous du fait qu'il n'ait pas dit lors de l'enquête de voisinage qu'il connaissait très bien la victime ? Eh bien Arnaud, aussi curieux que ça puisse paraître, il est tout à fait possible qu'au cours de cette première enquête de voisinage, les enquêteurs ne lui aient pas fait préciser ses liens avec la victime. Or, certaines personnes ne répondent que strictement aux questions qu'on leur pose sans aller plus loin. Et je sais par expérience que c'est pas forcément pour cacher quelque chose. Après lui avoir notifié sa garde à vue, les gendarmes décident de transporter Max à la brigade de recherche de Quimper. Pendant ce temps-là, une équipe perquisitionne son logement sans qu'aucun élément déterminant ne soit découvert. La nouvelle de l'interpellation de Max commence à circuler au Guilvinec. Je ne suis pas tombée des nues parce que c'était un scénario possible. Et puis Max était quelqu'un qui peut être violent, qui peut être très violent. Donc pourquoi pas, effectivement. Puis si en plus il avait ce problème de ne pas accepter la relation de Marie avec Michel et d'avoir lui des penchants pour Marie, bon, tout ça a pu effectivement. Non, ça m'a pas étonné, non. Le 21 mai 1996 à 9h30, l'interrogatoire de Max débute. Le suspect semble particulièrement serein. Michel Alice se souvient parfaitement de son attitude déconcertante. Il n'était pas préparé pour nous donner un témoignage, il était préparé pour nous affronter. C'est un type qui a eu le temps, qui a peut-être été conseillé, je ne sais pas, je ne peux pas juger là-dessus, mais il nous attendait. Il était motivé pour nous affronter, pour affronter une garde à vue. Ça, c'est le sentiment d'un enquêteur. Et dans les enquêteurs, je ne suis pas le seul à penser cela, quoi. Première question. Que faisiez-vous en fin d'après-midi le jour du meurtre ? Il confirme qu'il est bien tendu, qu'il a passé énormément de temps sur cette tonte, qu'il ne peut pas nous expliquer précisément l'heure, nous donner l'heure précise.
Très rapidement, Max revient sur ses premières déclarations. À un moment, il nous dit, dans la première audition, qu'il a vu Marie-Michel ce soir-là, là. Ses souvenirs sont confus, mais il reconnaît s'être rendu chez la victime pour lui emprunter un outil de jardinage. Donc il est dans la propriété de Marie-Michel, il est à la porte du garage et il voit et parle avec Marie-Michel. Il confie qu'il lui a alors proposé de venir boire un verre chez lui. Mais Marie-Michel Calvez a refusé l'invitation, lui expliquant qu'elle avait rendez-vous chez un peintre avec son compagnon. Jusqu'ici, le suspect avait toujours nié avoir vu la victime le soir du meurtre. Il flanche, quoi. Il flanche. Il avoue pas le meurtre textuellement, mais il fait des déclarations aux gendarmes qui sont particulièrement étonnantes, qui font de lui un suspect de premier plan. Les gendarmes ont le sentiment de s'approcher de la vérité. Car avec cette nouvelle déclaration, ce voisin, ami de la victime, devient la dernière personne à avoir vu Marie-Michel Calvez vivante. Donc c'est assez acté, hein, c'est en procédure, c'est un gros paragraphe, hein, donc ça a été bien précisé. Il est le dernier à avoir vu Marie-Michel, et chez elle. Dans la soirée, les gendarmes décident d'interrompre l'interrogatoire. Ils accordent à Max quelques heures de repos. Il est 9h le lendemain matin quand le suspect retourne face aux enquêteurs. Max donne alors une nouvelle version de son entrevue avec la victime. Il revient sur son témoignage et dit « Ah mais si, je l'ai vu alors que je tondais la pelouse en face de chez moi, j'ai vu Marie-Michel arriver, elle a garé sa voiture et on a même échangé quelques mots. » Ils échangent 2 mots et notamment, il parle d'une assurance, je crois, hein, qu'il a contractée. Et Marie-Michel lui dit « Oui, il faudra que tu passes ou il faudra que je passe pour que tu payes, pour que tu me fasses le chèque. » Il y a une petite histoire. Mais il dit « On échange, moi je suis dans le jardin, elle est sur le trottoir, ça dure rien du tout, ça dure 3 minutes, 5 minutes, je ne sais plus. » Max n'a plus du tout la même attitude que la veille. Il est nerveux et mal à l'aise. Là, il est pris d'un malaise. Il fait une crise. Je me souviens très bien au moment où il a fait son malaise, puisque j'étais près de la porte de mon bureau, Max était auprès de la porte, et moi je tenais le bras droit de Max, et l'enquêteur de Rennes, il tenait le bras gauche. Et Max lui disait « Bon allez, tu vas pas nous raconter des conneries, c'est pas un... » Et il me répond « J'ai pas voulu. » Tout à coup, Max s'effondre. Ce qui nous amène à suspendre la garde à vue, hein, puisque les médecins confirment la contre-indication de la poursuite de la garde à vue. Hein. Donc la garde à vue est levée et il est hospitalisé. Max est immédiatement transporté à l'hôpital de Quimper. C'est alors que les gendarmes vont faire une drôle de découverte dans sa cellule de garde à vue. On trouve un petit document qui reflète ce qu'il y a dans l'audition. Mais c'est un pense-bête, hein, qui a été écrit au cours de la garde à vue. Qui a été écrit au cours de la garde à vue, au fur et à mesure de ce qu'il avançait. Et oui, c'est une forme de pense-bête, hein, pour ne pas déroger à ses premiers propos. Hein. Alors évidemment, les enquêteurs se demandent pourquoi Max a-t-il eu besoin d'un pense-bête pour se souvenir de son emploi du temps, le jour du meurtre. Négard, on vient de voir comment la garde à vue du meilleur ami de Marie-Michel Calvez a brutalement été interrompue pour raison médicale. Concrètement, comment ça se passe et est-ce qu'il existe une procédure particulière dans ce cas-là ? Dès le début de la garde à vue, les enquêteurs doivent notifier à la personne qui en fait l'objet une série de droits, parmi lesquels celui d'être, s'il le souhaite, examiné par un médecin pour vérifier si son état de santé est compatible avec la garde à vue. Concrètement, le médecin va vérifier si la personne gardée à vue n'a pas, par exemple, une fragilité psychologique ou une possible dépendance à l'alcool, aux médicaments ou encore aux produits stupéfiants qui pourraient faire obstacle à la poursuite de la garde à vue. Si son état est considéré comme étant compatible, alors la garde à vue se poursuit. En revanche, si son état est considéré comme étant incompatible, la garde à vue est levée, en principe momentanément, le temps de son hospitalisation. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre affaire, puisque la garde à vue de Max a été levée à la suite de son malaise et après l'avis du médecin qui a recommandé son transport aux urgences.
Alors, chose étonnante, les gendarmes ont retrouvé dans la cellule de Max un papier sur lequel il avait consigné les différentes réponses qu'il avait faites pendant sa garde à vue. Comment se fait-il qu'il ait eu en sa possession un papier et un crayon dans sa cellule? Contrairement à la situation des personnes qui sont condamnées définitivement ou même détenues provisoirement et pour lesquelles il y a une réglementation qui interdit la possession de certains biens ou de certaines tenues, les textes sur les personnes gardées à vue ne disent pas grand-chose. Simplement qu'elles soient dépouillées de tout objet qui pourrait être dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui. Tout est donc affaire de circonstances et c'est sans doute ce qui explique que Max ait pu aussi facilement avoir de quoi écrire dans sa cellule. On a entendu le gendarme qui était présent au moment de la garde à vue se souvenir que Max, avant de s'évanouir, a dit clairement à 2 reprises « je n'ai pas voulu ». Négar, est-ce que cette phrase peut être considérée comme un aveu? C'est vrai que c'est très tentant de considérer cette phrase comme un aveu, simplement elle est peut-être trop large et trop équivoque. On ne peut pas avec certitude savoir de quoi il parle, d'autant plus quand on sait les circonstances dans lesquelles il l'a dite, c'est-à-dire au moment où il fait un malaise. Et surtout, on ne peut même pas être certain que les enquêteurs, d'un point de vue strictement formel, aient le droit d'en tenir compte. Après son malaise, Max a été transféré au service des urgences de l'hôpital de Quimper. Les médecins diagnostiquent une crise d'épilepsie et décident de l'hospitaliser. De leur côté, les gendarmes attendent avec impatience de pouvoir reprendre les interrogatoires. La garde à vue de Max reprend 6 jours plus tard, le 28 mai 1996, à 11h. Lorsqu'on a démarré à la reprise d'audition, il campait à nouveau sur cette position de ce soir-là, il n'avait pas vu Marie-Michel. Max dit qu'il s'est trompé dans ses précédentes auditions. Il en est certain maintenant. Ce n'est pas le 21 septembre qu'il a croisé Marie-Michel, mais 2 jours plus tôt, le 19 septembre 1994. Selon lui, la tension et la fatigue de la garde à vue l'ont mené à ses erreurs. Et pour les enquêteurs, toutes ces volte-face semblent suspectes. Des témoignages qui varient en garde à vue, ce n'est pas des choses qui sont tout à fait étonnantes. Ce qui peut être troublant, c'est lorsque les témoignages varient et que, à force de varier, on se rend compte qu'il y a des éléments qui prêtent à un tel niveau de confusion qu'ils peuvent mettre la suspicion, jeter la suspicion sur le personnage, ce qui est le cas avec Max. Le temps presse pour les gendarmes. Il leur reste moins de 24 heures de garde à vue. Mais Max ne changera plus de version. Il dit non. Ce soir-là, j'ai bien tourné la pelouse. Et j'ai pas vu Marie-Michel ni sa voiture. Face à l'urgence de la situation, les gendarmes décident d'alerter la juge d'instruction. Après information au magistrat, voilà la situation, on lève la garde à vue. Michel Alise est alors chargé de raccompagner Max à son domicile. Donc je le ramène, et je le ramène avec le véhicule de service, et donc chez lui, et au passage, je passe devant chez Marie-Michel. Le gendarme tente une dernière fois de faire parler son suspect. Je lui pose une question dans la voiture, il est à l'arrière, je suis seul à l'avant. Et elle était où la voiture de Marie-Michel? Contre toute attente, Max reconnaît alors avoir vu le véhicule de la victime le soir du crime. Et donc, il me donne la position de la voiture de Marie-Michel. La voiture du gendarme s'arrête ensuite devant chez Max. Et il descend pas. J'ai mis, tu descends pas? Il croyait pas, il pensait que je le ramenais chez le juge ou en prison. Il n'osait pas sortir de la voiture. Il n'y croyait pas. Troublé par le comportement du marin, Michel Alise retourne ensuite à la gendarmerie raconter ses derniers échanges avec le suspect. Et à l'époque, on n'a pas établi d'acte de procédure pour écrire ce moment. Puisque, avec le magistrat, on a jugé qu'on était en dehors de la garde à vue, que la garde à vue était terminée, qu'on ne devait pas l'écrire. Donc on est resté sur cette situation vis-à-vis de Max, quoi. Max n'a jamais été mis en cause pour le meurtre de Marie-Michel Calvez. Il ne faut pas oublier que même lorsqu'on est en garde à vue, lorsqu'on est fortement suspect, on est quand même présumé innocent, on n'est pas présumé coupable. Et un présumé innocent, ça n'est pas à lui à démontrer son innocence, mais c'est à ceux qui le soupçonnent, donc aux enquêteurs et à la justice, de démontrer, preuve à l'appui, sa culpabilité. Aucune charge ne pèse aujourd'hui contre cet homme. C'est pas possible que ça soit Max, c'est un ami d'enfance, pourquoi il aurait fait ça?
Jean-Marc, on vient d'entendre l'enquêteur raconter les derniers moments qu'il a passés avec Max dans la voiture. Est-ce que vous trouvez normal que cette conversation n'ait pas été inscrite dans la procédure ? À juste titre, le magistrat considère que Max n'est plus en garde à vue. Mais à mon sens, rien n'empêchait cet enquêteur de dresser un procès-verbal circonstancié, détaillé et joint à la procédure, relatant les propos et le comportement de Max. Et qu'est-ce que vous pensez du contenu de ces échanges et de l'attitude qu'a eu Max à ce moment-là ? Quant au contenu, il dit à nouveau qu'il a vu la voiture de la victime garée dans la rue ce soir-là. Mais il se souvient précisément de l'endroit où elle était garée. Et puis, quant à son comportement, on a l'impression qu'il revit ce moment-là, que c'est une reconstitution et que s'il ne descend pas de voiture, c'est qu'il a l'impression qu'il va être conduit en prison. Est-ce que vous croyez que la retranscription de cette conversation aurait pu justifier la mise en examen de Max ? Ça, c'est une décision qui appartient au seul juge et il estime à ce moment-là qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments graves ou concordants pour le mettre en examen, c'est-à-dire pour l'inculper à cette époque-là. Max est donc laissé libre et je vous rappelle que dans cette affaire, jamais il n'a été officiellement poursuivi, c'est donc un simple témoin. L'instruction sur le meurtre de Marie-Michèle Calvez se poursuit. Les années passent, mais les investigations ne permettent pas de faire éclater la vérité. Près de 4 ans après le meurtre, les gendarmes décident de retourner dans la maison de la victime car ils regrettent de ne pas avoir perquisitionné le sous-sol de l'habitation. Le 16 juin 1998, la cave de la victime est méticuleusement fouillée. La découverte d'une pile de tissus semble immédiatement très intéressante. Je me suis retrouvée avec 2 gendarmes dans cette cave, enfin dans la maison et dans la cave, et je leur avais dit, mais regardez, là il y a du linge, il y avait des piles de torchons, des piles de draps. Voilà, il y a tout ce qui a été retrouvé dans la voiture, ça peut venir de là. Les tissus ressemblent en tout point à ceux retrouvés calcinés dans la voiture de la victime. Les tissus qu'on trouve dans ce foyer, on a pu déterminer qu'ils provenaient du garage de Marie-Michèle. Des cales de bois sont également découvertes dans la cave. C'était des cales rectangulaires, là, assez épaisses, dont on se servait avant pour caler justement les roues des voitures au cas où le frein lâche ou n'importe quoi. Il y avait plusieurs, il y en avait au moins 3 ou 4, je pense, dans la cave comme ça, oui. Le morceau de bois qu'on a retrouvé dans le foyer est identique, les résidus sont identiques à la cale qui est encore dans le sous-sol. Il semblerait donc que le tueur ait utilisé des objets présents dans la cave de la victime pour mettre le feu à la voiture. Il y avait des jerrycans d'essence dans la cave aussi pour les tondeuses. Il y avait tout ce qu'il fallait dans la cave pour mettre le feu dans la voiture. Ça, c'est clair. 4 ans après le meurtre de Marie-Michèle Calvez, les investigations permettent donc de penser que la victime a été tuée chez elle. Il n'y a aucune explication. C'est un raté de l'enquête. Le scénario du crime se confirme. Les investigations ont permis d'établir les derniers instants de vie de Marie-Michèle Calvez. Elle s'est sustentée rapidement lorsque, éventuellement, elle a été interrompue par visite. Je pense que l'assassin, c'était un proche de Marie-Michèle. Que Marie-Michèle n'aurait jamais fait rentrer quelqu'un chez elle qu'elle ne connaissait pas. Donc c'était forcément quelqu'un qu'elle connaissait très bien. Pour le directeur d'enquête, il ne s'agit probablement pas d'un homicide volontaire. Un mauvais coup, je pense. Un mauvais coup, une chute. À l'origine, je pense que c'est un accident. Tout simplement. Impossible de savoir ce qu'il s'est passé précisément dans la maison. Une chose est certaine, vers minuit, la voiture de Marie-Michèle Calvez n'est plus devant son domicile. Les enquêteurs le savent grâce au témoignage du voisin qui ce soir-là se promenait dans le quartier. Donc on peut imaginer que, tout simplement, la voiture de Marie-Michèle a été glissée dans le sous-sol. Facile, hein, il y avait un portail d'accès aménagé et tout, et que cette voiture a été dissimulée jusqu'à minuit, heure où on voit un autre véhicule devant chez Marie-Michèle, sans doute le deuxième véhicule de l'affaire. L'auteur aurait donc attendu plusieurs heures avant de déplacer la voiture et le corps de la victime, aidé par un complice. On retrouve au final relativement fréquemment un auteur qui tue, qui appelle son conjoint, quelqu'un de la famille, le meilleur ami, avec qui va créer un pacte. C'est quelqu'un qui est connu, où il y a un lien, et le fait de participer à ça crée un autre lien, à la vie et à la mort, comme on pourrait dire. En pleine nuit,
Les deux voitures se seraient alors rendues sur le terrain du Guilvinec. Arrivés sur place, les auteurs auraient incendié le véhicule, utilisant les objets récupérés dans la cave de Marie-Michel Calvez. Ce style de mode opératoire, de mettre un corps dans une voiture et de mettre le feu à une voiture pour faire disparaître un corps, en criminologie, est principalement retrouvé de la part d'hommes. Un peu plus de 5 ans après les faits, en janvier 2000, les enquêteurs sont retournés perquisitionner le domicile de la victime. 8 mégots ont été saisis dans la cave, mais aucune empreinte génétique n'a pu être extraite de ces scellés. Et j'ai pas compris pourquoi ces mégots-là n'ont pas été saisis tout de suite non plus. Ça m'a semblé bizarre aussi, oui. Le même jour, à l'étage, dans un placard de la salle de bain, un mouchoir en papier taché de sang a été découvert. Les analyses ont permis d'isoler un ADN masculin, dont on n'a pour l'instant pas pu identifier le propriétaire. Il faut aller voir au parquet, il faut aller voir le juge d'instruction, on liste tout ce qui reste. Qu'est-ce qui a été analysé avec les techniques de l'époque? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est encore analysable? Qu'est-ce qu'on peut retirer aujourd'hui? Les techniques ont tellement évolué. Jean-Marc, ce qui est très surprenant dans cette enquête, c'est le temps qu'il a fallu pour procéder à de nouvelles perquisitions. 4 ans après les faits pour l'une, 5 ans pour l'autre. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut raisonnablement espérer trouver des éléments probants? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison n'était plus sous scellé depuis bien longtemps et qu'il est impossible, sur une aussi longue période, d'identifier tous les gens qui ont pu y entrer. Par exemple, je sais qu'en 1999, à la suite d'un dégât des eaux, des ouvriers ont fait des réparations de peinture et de plomberie. En fait, Jean-Marc, cette maison n'a été considérée comme une scène de crime que 4 ans après le meurtre, au moment où on a découvert dans la cave des torchons et des cales de bois identiques à ceux qui avaient été utilisés pour mettre le feu à la voiture. Oui, c'est bien dommage. Si dès la première perquisition, le sous-sol de cette maison avait été exploré minutieusement, les lieux auraient été gelés et la tournure de cette enquête aurait sans aucun doute changé. En 2000, lors de la dernière perquisition, 8 mégots de cigarettes ont été saisis sans qu'aucun ADN complet n'ait pu être extrait. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux aujourd'hui de procéder à de nouvelles expertises? C'est vrai qu'au regard de l'évolution des techniques, on pourrait probablement en extraire des empreintes ADN. Et il y a fort à parier qu'on y retrouverait celles des proches de la victime. Mais ça prouverait quoi? Marie-Michel fumait et elle avait l'habitude de fumer avec ses amis. Au vu des éléments dont on dispose, est-ce qu'on peut avoir une idée du scénario complet de la séquence criminelle? Alors les éléments recueillis au cours de cette enquête permettent d'établir un scénario possible du transport du corps hors de la maison jusqu'au lieu de crémation. En revanche, ils ne permettent pas de répondre à ces questions fondamentales. Qui, comment, pourquoi? C'est-à-dire qui est l'auteur de cet homicide? Comment cette femme a-t-elle été tuée et pourquoi a-t-elle été tuée? Quel est le mobile de ce meurtre? Il y a dans ce dossier un aspect essentiel, celui de la complicité. Est-ce que vous pensez que le temps joue en faveur des enquêteurs et qu'il y a une chance, un jour, pour que le pacte de silence qui lie le meurtrier à son complice vole en éclats? Alors ça dépend du lien qui existe entre l'auteur et ce complice. Mais pour le savoir, pour connaître ce lien, il faut continuer à enquêter, il ne faut pas rester passif. Si l'enquête jusqu'à présent n'a pas permis d'identifier et d'incriminer l'auteur principal des faits, il y a un autre angle d'attaque possible, c'est de chercher quel est le complice de ces faits, et pour le chercher, il faut retravailler sur les personnes qui apparaissent dans ce dossier. Le souvenir de Marie-Michel est toujours là, les gens en parlent toujours, on pense toujours à elle finalement. Elle n'est pas vraiment partie quelque part parce qu'on ne l'a pas oubliée et on ne l'oubliera pas. La personne qui a assassiné Marie-Michel, 25 ans à tenir ce secret, ça doit être très lourd à porter. Ça doit être compliqué aussi pour la vie de tous les jours. Moi, j'y pense tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas. Est-ce qu'elle s'est rendue compte? Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'elle a eu mal? À qui elle a pensé? Ça, je ne saurais jamais. Puis il y a des questions que je me pose aussi depuis 25 ans. Qui? Pourquoi? Et puis celle-là, je veux avoir des réponses. Et je ne lâcherai pas. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui savent quelque chose. C'est pas possible. Je ne peux pas envisager
de continuer de vivre comme ça. C'est pas possible. Je peux pas. Si je perds espoir, c'est pas la peine. Je peux pas vivre, moi. Parlez, dites ce que vous savez. Il n'est jamais trop tard pour le faire, et puis dites-le pour la mémoire de Marie, quand même. Fait extrêmement rare, l'instruction sur le meurtre de Marie-Michèle Calvez est ouverte depuis 25 ans. 25 longues années d'investigation menées par les gendarmes de la section de recherche de Rennes. 25 longues années d'attente et de souffrance pour les proches de la victime qui espèrent qu'un jour, la vérité éclatera.